On peut donc encore entonner la Marseillaise à la fin d'un discours. On verra d'ailleurs si on peut qualifier, on en parlera tout à l'heure, ce discours de Manuel Valls de grand discours. C'est évidemment après les attentats. Mais c'est peut-être la preuve que l'exercice n'est pas mort. À quoi bon, voilà les questions qu'on va se poser. Ces grands discours aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que c'est encore adapté dans un monde de communication politique, de petites phrases et de réseaux sociaux? C'est vrai que c'est pas facile de faire un discours en 140 signes. Bref, est-ce que les Français les attendent encore? On va en parler avec nos invités, avec Jérémy Rosen, décidément je vais réussir. Jérémy Rosen, l'auteur de ce documentaire, avec également Alain Duhamel, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, éditorialiste notamment à RTL, auteur d'une histoire personnelle de la 5e qui ressort chez Point Seuil d'ailleurs en ce moment. Christian Delporte, historien, professeur à l'Université de Versailles, dont je signale les livres Histoire de la langue de bois et Histoire de la séduction en politique. Ça recouvre quand même pas mal le discours, c'est publié chez Flammarion. Et puis Gaël Slimane, qui lui désormais est à la tête de l'Institut de sondage Odoxa, qui sonde nos cœurs et nos reins, ceux des Français, et qui vous aviez signé Le pompier ou le maçon, c'était aux éditions du Moment sur la campagne de 2012. Jérémy Rosen d'abord, d'où est venue l'idée de faire un documentaire sur les grands discours? C'était l'envie de faire un grand documentaire historique? Alors, l'idée est venue surtout de se dire que la parole politique aujourd'hui est quand même fortement décriée. Et que nous sommes issus d'une tradition républicaine de la Ve République où le grand discours a quand même marqué les esprits. Et les grands discours qu'on a choisis pour ce film sont un peu comme les grands événements qui secouent le monde. On sait tous, enfin, pour ceux qui étaient vivants et qui étaient nés à l'époque, où on était au moment de ce grand discours-là. C'est la marque d'un grand discours pour vous, c'est qu'on se souvient du moment précis où on l'a entendu, de ce qu'on faisait à ce moment-là. Comme pour certains le 11 septembre, voilà. On se souvient où on était. Oui, il y a une idée comme ça, où on se souvient le jour où... Donc ça frappe. Où ça frappe, le jour où Mitterrand a par exemple prononcé son discours aux obsèques de Bérégovoy. Enfin, je vous donne cette comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et donc l'idée c'était de retracer un petit peu cette Ve République qui s'est écrite aussi avec des grands discours. Et ces grands discours, évidemment, subjectivement, ont été choisis comme des marqueurs de l'histoire aussi oratoire de la Ve République. Mais c'est un art à bout de souffle, pour reprendre votre titre? Alors, c'est sûr que... C'est un peu votre démonstration. On a basculé dans la communication et dans la pub. Sous Giscard. Oui. On en discutera tout à l'heure avec Alain Duhamel. Je suis sûr qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est perdu? Perdu, c'est difficile de le dire. En tout cas, c'est sûr que les perspectives qu'offrent aujourd'hui les technologies modernes, à savoir les réseaux sociaux, l'immédiateté aujourd'hui du discours politique, fait qu'on peut quand même se poser la question à savoir si, au-delà des campagnes présidentielles, il y a encore la place pour des grands discours présidentiels. Oui. Le discours qui vous a marqué, vous? Celui que vous retenez? Alors, il y en a deux. Il y a celui de Chirac au Veldiv, parce qu'effectivement, il affronte quelque chose... reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Il affronte une histoire qui a été écrite et il remet un petit peu les choses à leur place. Ce qui est incroyable, c'est qu'on apprend au passage que c'était pas du tout un discours fait pour marquer l'histoire. Non. Ce qui est le plus incroyable de documentaire, je l'ai découvert. C'était un discours alors c'est ce qu'on devait faire. C'est ce qu'explique Christine Albanel. Incroyable. Effectivement, c'était un discours protocolaire et donc comme un discours protocolaire, il n'a pas été relu par toutes les personnes. Enfin, c'est ce qu'elle explique. Je ne crois pas du tout. Hein. Je suis persuadé que compte tenu il était très conscient de ce que politiquement ça impliquait, ce qui était d'ailleurs tout à fait à son honneur. Mais enfin, il changeait le regard officiel de la France sur ce qu'elle avait été pendant Vichy. Et il rompait avec à la fois De Gaulle et Mitterrand là-dessus. Donc je ne crois pas un instant qu'il ait pu le prononcer, l'ayant relu à avant, sans se rendre compte du poids historique de ce qu'il disait. Non, qu'il s'en rende compte, certainement. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas été passé au crible d'autres... Comme ils le sont d'habitude, relus par le... plumes. Oui. C'est pour ça qu'il était meilleur, sans doute. Dominique de Villepin, qui était l'autre plume après Syrah, et le secrétaire général de l'Élysée. Non, et puis il y a surtout aussi, moi, le discours de Mitterrand, que j'aime beaucoup. C'est le dernier discours public qu'il prononce au Parlement européen. Parce qu'à ce moment-là, au-delà de l'éloquence du mourant, on pourrait dire, de la personne qui est libérée un petit peu de tous les carcans. C'est une vraie
c'est un vrai héritage qu'il transmet, c'est une vraie transmission de son combat, de son histoire personnelle. Presque sur le ton de la conversation, d'ailleurs. Oui, bah alors ça aussi, on pourrait toujours dire que c'est peut-être travaillé. C'était une de ses techniques. Quand moi j'ai vu faire des dizaines de discours, il avait une façon de s'appuyer avec le coude gauche sur le pupitre qui donnait à tous ceux qui étaient devant lui l'impression que c'était à chacun qui s'adressait. Et puis en plus, c'est vrai ce que vous disiez, enfin, au moment où il a prononcé ce discours-là, qui est un discours superbe, il n'avait plus de surmoi. Rien, il disait vraiment tout ce qu'il avait à l'esprit. Donc ce sont vos deux discours préférés, hein, le plus important pour vous. Oui, après, c'est vrai aussi que c'est une question de génération. C'est votre âge. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire le mien. Ouais. Oui. Non, mais absolument. Ouais, c'est-à-dire que c'est les discours qu'on a entendus. Qu'on a vécu en direct. D'accord avec ça, Alain Duhamel? Ce qui fait un grand discours, c'est la phrase, le moment? Ce qui fait un grand discours, c'est le moment. C'est-à-dire qu'un grand discours n'est pas toujours un grand discours avant d'avoir été prononcé. Il l'est quelquefois, mais il ne l'est pas forcément. C'est pas toujours prémédité. Non, si, c'est toujours prémédité. Est-ce que l'inspiration, le talent, la mise en scène et l'effet produit vont forcément coïncider? Non. Il y a des grands discours qui tombent à plat ou qui passent inaperçus. Par exemple? Oh, ben j'en ai. Alors, des discours brillants qui passent inaperçus. Par exemple, en politique étrangère, je pense qu'il peut y avoir, pendant un quinquennat, au moins 5 ou 6 grands discours auxquels personne ne prête attention. Donc c'est une question de moment? Moi, je crois que c'est à la fois une question de fond. Il faut une vision, il faut une rupture, il faut se projeter sans doute dans l'avenir. Il y a une question de forme, il faut de l'émotion. Et l'émotion, elle passe par les images que l'on va nourrir, dont on va nourrir le discours, mais également par la personnalité, par le ton, par le geste, par le regard de celui qui prononce le discours. Et puis le discours, au fond, parce que pour qu'il reste, il faut d'abord qu'il passe par le filtre des médias. Il faut qu'il y ait derrière ça une formule. Il faut un titre au discours. Maintenant. C'est-à-dire à partir du moment où l'essentiel du discours est ce qui en sera retenu, quelquefois sous forme de 2 minutes 15, dans le 20h le soir. Et à ce moment-là, effectivement, le regard, c'est est-ce qu'il y a un moment fort correspondant à une émotion collective ou pas? Avec, comme vous disiez à juste titre, avec la nécessité d'une rupture sur quelque chose, pour qu'il y ait une dramatisation. Mais avant ce filtre de la télévision d'aujourd'hui, même quand les discours étaient déjà retransmis à la télévision, avant c'était le discours lui-même, en tant qu'objet, qui avait sa propre logique. Maintenant, ça finit par être la reprise du discours et non plus le discours. Mais ça s'est quand même mis en place petit à petit. Vous commencez votre documentaire avec « Je vous ai compris », c'est une formule. Oui, c'est une formule. Bien sûr, il faut toujours une formule, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, le discours lui-même, par exemple celui du 13 mai, c'est un objet construit. Et qui est consommé, si j'ose dire, dans son ensemble. Et qu'aujourd'hui, il y a des grands discours, mais dont on retient les 2 minutes 15, dans les grandes circonstances, qui passent dans le 20h. Et donc, qui est forcément réduit. C'est d'ailleurs pour ça, enfin ça c'est le contenu du document, c'est pour ça qu'on peut s'interroger, non pas sur le fait de savoir s'il reste de grands orateurs, mais sur le fait de savoir s'il peut y avoir de grands discours. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser. Et si le discours politique, c'est pas appauvri d'une certaine manière. Vous parliez de transmission par les médias. Vous donnez dans votre documentaire un exemple qui est frappant, qui est expliqué par le journaliste Christophe Barbier, c'est le discours du général de Gaulle à la République en 1958. Les images de 58, elles sont formidables parce qu'on a pour la première fois une scénographie grandiose, mais pas seulement pour ceux qui sont sur la place, pour ceux qui vont voir les images à la télé ou dans les actualités cinématographiques. Et là, on voit bien que la Ve République, ça va être l'ère de l'art oratoire adapté à la télévision. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Et donc le grand V qui reprend le V de la victoire, mais qui est aussi le V du chiffre 5 en chiffre romain, le V qui est aussi le V des bras levés du général de Gaulle. Donc toute l'iconographie se met en place pour que le discours soit appuyé sur des images. Et donc le grand discours rentre dans la petite lucarne. Et en rentrant dans la petite lucarne, il ne diminue pas, il se démultiplie. Et ça c'est la Ve République. C'est les codes de la communication. Finalement, la Ve République, elle est moderne dès le début.
Oui, mais surtout que Elle le est général de télévisée Gaulle qui dès a le début. tout de suite compris qu'il fallait utiliser la télévision. Je veux dire, les discours, il voyage beaucoup en province, il fait beaucoup de discours qui sont en fait des copier-coller des précédents. Il dit à quel point les Bretons sont formidables, les nordistes le sont aussi, et les provençaux sont le grand avenir de la France. Très intéressant parce qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy de faire du copier-coller dans ses discours. Vous me dites De Gaulle faisait ça. Ah oui, tout à fait. Il suffit de relire tous ces discours. Ils ressemblent tous les uns aux autres, mais ce que l'on retient finalement des grands discours, ce sont les allocutions du général de Gaulle. Hein, c'est le discours au moment du putsch des généraux. Et ça passe par la télévision. Mais s'il est vrai que le général de Gaulle immédiatement a inventé et incarné un type de communication complètement différent, c'était lui et lui seul. Parce que les autres discours qui voulaient être grands au début de la Ve République n'avaient absolument pas ces caractéristiques-là. C'était le monopole du général. C'est lui qui savait faire ça. C'est sa marque. Oui, Comme il y a absolument. une marque Giscard après. D'autant qu'il avait le monopole des allocutions télévisées. Oui, bien sûr, mais je pense à cette époque-là, il y avait des discours qui étaient ambitieux. Je veux dire, Michel Debré prononçait des discours ambitieux quand il était Premier ministre. Mais non. Ils ne sont pas restés dans l'histoire. Jérémy Rosen, vous avez la dent dure avec Giscard. Non, oui, alors... Parce que visiblement, avec Giscard, on passe un nouveau cap. C'est-à-dire, on passe de la com à la pub. C'est vrai que c'est un passage particulier, déjà une question de génération. Giscard est pas du tout issu de la même génération que son prédécesseur, que ce soit Pompidou ou De Gaulle. Et il y a peut-être une question de culture à ce moment-là, qu'on voit peut-être beaucoup plus aujourd'hui, et de culture et d'éducation. C'est-à-dire que ce qui a nourri intellectuellement un De Gaulle ou un Pompidou est très différent de ce qu'on nourrit aujourd'hui, je pense, au niveau de littérature, par exemple, surtout, ce qu'a pu nourrir Nicolas Sarkozy, hommes politiques d'aujourd'hui, des François Hollande. Et du coup, ça se ressent forcément dans leur personnalité, ça se ressent forcément dans les discours qu'ils vont prononcer. Avec Giscard, la télévision, comme on vient de l'entendre dans l'extrait précédent de Christophe Barbier, sa place est prise. C'est-à-dire à l'époque de 58, il n'y a que 30%, je sais pas, 40% maximum de Français qui ont la télévision. Avec Giscard, je pense qu'on est déjà passé à une majorité de Français qui ont la télévision. Et donc il y a des techniques effectivement politiques qui sont importées des États-Unis. Qui ont beaucoup servi à Giscard, ce qui ne veut pas dire que c'était un mauvais président. Ce qui veut dire en tout cas qu'on n'en retient peut-être pas, on retient plus un style, on retient plus une intelligence de Giscard, et on ne retient pas forcément une éloquence, une grande éloquence, des grands discours peut-être parce qu'il a été trop pédagogique. Trop formaté ? Formaté, je ne sais pas, mais en tout cas, il a voulu tout le temps expliquer ce qu'il faisait, et c'est peut-être ça qui est pas bien passé. Alors moi, je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. D'abord, Giscard avait été un grand orateur parlementaire, ce qu'on a oublié avant d'être président. Quand il était à l'Assemblée, il prononçait ce qu'on appelait vraiment des grands discours. Et alors, en particulier, quand il était ministre des Finances, son numéro annuel sur la loi de finances était célèbre. Non, c'est vrai. Mais c'est tout pas le monde, rentré dans tout le monde venait pour l'écouter. C'est vrai que c'est professionnel. Mais Le bien talent, sûr, vous mais parlez du talent de tribun. ça correspond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure, ou d'ailleurs à ce que vous disiez, c'est-à-dire, encore faut-il qu'il y ait le moment, la rupture, le symbole, l'affectivité, etc. Bon, donc, il avait les capacités d'être, en tout cas, un grand orateur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est le premier des présidents à être devenu, plutôt qu'un grand orateur, un intervenant à la télévision. Alors là, il ne s'agit pas simplement d'extraits de discours qui survivent et surnagent le soir dans le 20h. Il s'agit de sa participation à des émissions qu'il veut, qu'il prépare, et où il y a alors là un type d'expression qui n'a plus rien à voir évidemment avec le discours. On passe du discours à l'émission télévisée. Oui, et puis c'est plus de la rhétorique. Oui, la seule chose, c'est que Parce chez que, lui, quand même. c'était extraordinairement préparé. Autrement dit, c'était la poursuite du discours par d'autres moyens. C'était de pas la guerre, simplement la par d'autres réponse à moyens. des questions. Bon, mais c'était effectivement un autre moment. Alors, dans le document que je trouve dans son ensemble excellent, je trouve que le passage sur Giscard est quand même tellement ironique
par rapport à la réalité du personnage, on n'en voit que les ridicules. C'est quand même quelqu'un qui a pas mal changé la société pendant 2 ans et qui, sur le plan international, a eu une stature qui était, en tout cas, respectée. Jérémy Rosen cherchait les grands discours. Oui, voilà, en c'est ça. l'occurrence. Oui, oui, C'était son grand sujet. discours. Oui. C'était pas une histoire complète de Non, la mais cinquième. je dirais que là, ça faisait un petit homme. Vous l'avez trouvé injuste. Alors, Très bien. je ne trouve pas que ce soit un petit homme. Il y a eu des grands discours de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, parce que vous n'en trouvez pas, visiblement. C'est pas que j'en trouve pas, c'est que je pense qu'en tout cas pour François Hollande encore plus, on manque de recul Ouais. pour le savoir. Mais ils peuvent encore prononcer des grands discours, ou est-ce qu'ils ont perdu, vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas forcément la culture du grand discours. Alors, ils n'ont pas la culture stylistique, rhétorique, peut-être qu'avaient les présidents qui les ont précédés et qui ont fourni dans l'imaginaire collectif des Français un style qu'on aime bien entendre, ce qui, par exemple, a très bien marché avec le discours de Villepin à l'ONU, où les Français ont réentendu à ce moment-là une geste très gaulienne. Les téléspectateurs, est-ce qu'ils attendent encore des grands discours? Est-ce que c'est ça qu'on attend d'un homme politique? Je ne sais pas si c'est ce qu'ils attendent, mais dans ce que vous disiez, vous aviez fort justement indiqué qu'un grand discours, c'était un discours qui nous marquait au point qu'on se souvienne tous de là où on était au moment où ce discours a été prononcé. C'est une manière de situer le grand discours. Mais il y a une deuxième conséquence, et ça fait lien avec votre question, qui est un grand discours altère, modifie, change le regard que portent à moyen terme les Français, les électeurs, sur celui qui a prononcé ce discours. Donc c'est quelque chose de lourd, d'important. Et dans la rupture que vous introduisez avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing vers des grands discours qui deviennent davantage des moments de com, voire des moments de pub. Ou des moments de télé, ce que disait Alain Duhamel. Oui, on va retrouver cet élément-là. On a fait un sondage sur les différents présidents de la 5e, en laissant de côté ceux qui appartiennent désormais davantage à l'histoire pour les Français, c'est-à-dire De Gaulle et Pompidou, en prenant depuis Giscard les différents présidents. Et on se rend compte que finalement, les Français aujourd'hui retiennent Jacques Chirac comme le président les ayant le plus marqués. Ce qui est amusant, cocasse, parce que pendant toutes les années où je suivais Pourquoi? sa À cause de popularité- l'Irak, à cause de Et on y arrive. la tête de veau, parce qu'il n'y a pas que le discours. Non, hein. mais pendant toutes les années où je suivais la popularité de Jacques Chirac, il a été un président extrêmement impopulaire et que les Oui. Français trouvaient quasiment inutile dans son action, n'intervenant pas assez à leurs yeux sur les choses importantes. Et pourtant, ils ont retenu une chose, quand on leur pose la question, celle que vous venez de poser, qu'est-ce que vous retenez de Jacques Chirac? Ils ont retenu Villepin. Et moi, si vous me demandiez, je pense que comme beaucoup de Français de ma génération, un grand discours qui m'a énormément marqué n'est pas le discours d'un président de la République, c'est le discours de l'ONU de Dominique de Villepin en 2003. Et ça fait sens avec ensuite toute l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République. C'est-à-dire que celui dont on se souvenait comme étant quelqu'un qui n'agissait pas au quotidien sur les problèmes des Français, sur le chômage, sur la croissance, sur les enjeux prioritaires, eh bien, quelques années après avoir quitté le pouvoir, très peu de temps finalement après avoir quitté l'Élysée, eh bien, on se souvient de lui comme étant l'homme qui, à travers certaines postures et pourquoi pas certains grands discours, vous avez parlé de celui du Veldiv aussi, eh bien, a incarné quelque chose avec lesquels Donc on se ça sentait élève. en phase. Le grand Donc discours ça élève. Ça vous, si vous voulez, l'effet pub ou com ne marche pas. L'effet pub ou com. Le lendemain d'un grand Le discours, dans lendemain un d'un grand sondage, discours, vous n'allez vous pas pouvez voir. toujours regarder à la loupe cote de l'évolution. popularité ne monte Si pas. vous voyez que ça bouge de 2 points, c'est en général qu'on est dans la marge d'erreur statistique. Ça ne change rien. D'accord. En revanche, ce qu'un grand discours ou une belle intervention peut produire, c'est à plus moyen terme ou à plus long terme, si c'est en cohérence avec la personnalité politique qui a été l'auteur de ce grand discours, eh bien c'est un regard qui va être modifié. Et effectivement, je vous rejoins, c'est dommage que François Hollande ou Nicolas Sarkozy, lorsqu'ils étaient présidents, n'aient pas réussi à tenir ces grands discours marquants. On s'est livré à un petit jeu. On a tenté de réduire chacun de ces grands moments qui appartiennent parfois à l'histoire à une phrase. Et on s'est aperçu que, généralement, un grand discours, c'est une phrase. Et une phrase qui marque. Pratiquement 140 signes sur Twitter, si vous voulez qu'on soit résolument moderne. Regardez. Je vous ai compris. Le nationalisme, c'est la guerre. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors, le dernier, évidemment, on va pouvoir en discuter parce que quand le discours trahit la ligne politique qui suit, c'est évidemment compliqué à gérer. Mais c'est la force du slogan.
C'est l'étendard, c'est la bannière. Bien sûr. Bien sûr, et c'est pourquoi souvent les grands discours sont prononcés en période de campagne électorale, parce qu'il résume bien, par une formule, ce que veut entendre la foule qui est venue applaudir. Mais vous avez un exemple pour Giscard, par exemple, puisque tout à l'heure, Alain Duhamel essayait de sauver Giscard des griffes de Jérémy Alors moi, je Rosen. pense que l'un des plus grands discours de Giscard, parce qu'il a été mis en scène, c'est le discours de Verdun-sur-le-Doubs, sur le bon choix. Puisqu'on était à la veille des élections de 78. Bon choix pour la France. On était à la veille des élections de 78, des législatives, et la possibilité peut-être d'une cohabitation. Absolument. Et toute la question était de savoir que ferait Giscard d'Estaing. Et donc il a fait monter de manière assez admirable... Dire que ferait, c'est-à-dire qu'on se demandait s'il n'allait pas partir. Absolument. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc il a fait monter la pression, et tout le monde était suspendu à la réponse du président de la République. Mais c'est un discours électoral. Comme le discours du Bourget est un discours électoral. Et d'une certaine façon aussi, et d'un président. Voilà. Ce sont les deux. En fait. On peut être trahi par un discours. Il n'a pas laissé une trace immense non plus sur le bon choix. Non, la preuve, on l'a cherché, mais la formule le bon choix, on l'entend quand même. Celle-là est restée. Oui, mais il y a aussi un moment où, alors là, ce ne sont plus des discours, mais il y a un moment qui, je pense, reste dans la tête des gens longtemps après, même quand il n'y a pas de formule, mais il peut y avoir une formule, ce sont les débats présidentiels de l'entre-deux tours. Parce qu'à cette occasion-là, il y a aussi souvent une phrase qui reste. Bon, pour Giscard, c'était évident, vous n'avez pas le monopole du cœur, etc. Pour Mitterrand, c'était la réponse ensuite en 80, vous êtes l'homme du passif, quand il lui dit vous êtes l'homme du passif, etc. On peut en trouver pour pratiquement chacun, à chaque fois. Et aujourd'hui ? Et je crois, alors non pas que les gens se rappellent forcément la phrase en question, mais je crois que les gens se forgent de l'image des candidats, c'est des deux derniers à chaque fois, puisque c'est le duel de l'entre-deux tours, quelque chose de fort à l'occasion de ce débat, même quel que soit le fond. C'est-à-dire que sur le personnage, sur l'évaluation du personnage, donc forcément d'un futur président, parce qu'il y en a un des deux qui va le devenir, je pense que c'est un moment qui est décisif, pas pour le vote qui va venir, mais pour l'image qu'ils auront du futur président. Donc vous êtes en train de me dire, vous continuez à me dire, le discours, il n'est pas forcément à la tribune, il est généralement à la télé. Il est devenu. Il est devenu à la télé. Un discours. Ouais. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, entre Jaurès, qui construit des périodes magnifiques avec une rhétorique classique admirable. C'est un discours de paragraphes et de pages. C'est un discours de latin, français, grec, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon, et aujourd'hui, ce que peuvent être des morceaux d'émission, d'abord la langue a diminué en richesse des 9/10. Bon, ensuite, il n'y a plus de continuité dans l'intervention. Aujourd'hui, on a des fragments de discours dans les interventions. Et je pense que c'est un des éléments parmi beaucoup d'autres, mais dans l'absence présumée de charisme ou dans l'absence d'autorité naturelle exercée sur son peuple, le fait que, au lieu qu'il y ait le grand discours rhétorique, vous avez des fragments ou des poussières d'intervention, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se produit pas à ce moment-là. Mais quand Clémenceau prononçait ses grands discours à l'Assemblée ou à la Chambre des députés, il s'était reproduit quasi intégralement le lendemain dans la presse. Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors qu'aujourd'hui... il parle tous les jours, si je peux me permettre. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a parlé pratiquement tous les jours, François Hollande parle pratiquement tous les jours. C'est un peu un problème. Je veux dire, pour qu'on remarque la parole présidentielle, il faut d'une certaine manière qu'elle se fasse rare. Et aujourd'hui, avec notamment la réforme du quinquennat, il faut bien le dire, c'est pas seulement un problème de médias. Il doit être présent tous les jours, et tous les jours, il n'a pas à avancer un discours qui est particulièrement remarquable. Jérémy Rosen, combien de discours présidentiels par an? Vous avez calculé ça? Ah non, je n'ai pas calculé ça. Quelqu'un a ce chiffre, cette idée? Non? Moi, je dirais, en tout cas, une bonne centaine. 100 discours. Ah oui. Oui, un président. Ah oui, oui. Prise de parole. Prise de parole, oui. Oui, mais non, parce que sans arrêt, il prononce des discours. Oui, c'est ça. Et il va à Calais, il y a un discours. Il va à Marseille, il y a un deuxième discours. Ouais, De Gaulle faisait ça. Oui, mais moins souvent. Ouais. Souvent. Quelle différence entre ces discours du quotidien et un grand discours? Alors, pour faire un grand discours, il faut prendre de la hauteur, ce qui est un peu difficile aujourd'hui pour un président de la République. Plus difficile aujourd'hui. Prendre de la hauteur, faire un discours qui porte une vision. Et donc aujourd'hui... porter une vision, c'est sortir de l'ambiguïté. Sortir de l'ambiguïté, c'est pas toujours très simple. Sans doute. Mais un discours de ce type, ça se prépare, et ça se prépare dans un monde médiatique, dans un système médiatique.
on mettra un signal. Attention, voilà le grand discours qui arrive. Et donc, on donnera rendez-vous aux médias pour remarquer à quel point ce discours est grandiose. Pour moi, le prototype du très grand discours, préparé exactement comme vous dites, c'est-à-dire à la fois scénarisé, annoncé à l'avance et trouvant la forme qu'il faut, c'est Kennedy à Berlin. Quand Kennedy est à Berlin, je suis un Berlinois, etc., ça produit un effet absolument prodigieux. Il y a l'histoire. Là, il y a l'histoire. c'est le monde entier qui a écouté et intériorisé ce qu'il disait. Ce qui est compliqué s'agissant de François Hollande, c'est que justement son image est celle de quelqu'un qui manque d'autorité, qui manque de hauteur, qui n'a pas un cap bien clair. Et donc, bien sûr, vous avez raison de dire que ça lui manque et que ce serait précieux pour lui de pouvoir se doter de cela. Mais le problème, c'est qu'il est tellement inaudible aujourd'hui que sans un prétexte ou sans une raison valable de rebondir un moment, Oui, sans Berlin, sans le pont aérien à faire, puisque quand Kennedy est allé à Berlin, il y avait une raison bien précise. Il aurait le plus grand mal, François Hollande, à ce que son discours ne fasse pas pchit, parce que justement, aujourd'hui en tout cas, et depuis qu'il a été élu, il a cette image-là. Par ailleurs, souvent dans les grands discours, il y a une acceptation, il y a l'acceptation d'une rupture. Oui. Quand on pense à Jacques Chirac en 95, vous l'avez évoqué, sur le Veldiv, il envoie d'une certaine manière un bras d'honneur à beaucoup de gens dans son propre camp. Ça n'a pas, certains à gauche n'ont pas apprécié et beaucoup à droite n'ont pas aimé ce qu'ils considéraient comme un discours dénigrant la France et étant dans la repentance, pour citer des propos qui ont été tenus à l'époque. Est-ce que François Hollande aujourd'hui serait capable de tenir un discours de clivage, de rupture, de rupture? Pas forcément, parce que en janvier, il a su trouver. Alors, c'est pas un grand discours parce que c'est une courte intervention. Il y avait le mais il a su. Oui, mais ça prouve qu'il en est capable. Oui. Et ça prouve que, au fond, le grand discours, c'est la rencontre entre un talent et un événement, un moment. Et d'une manière ou d'une autre, une rupture. Si François Hollande aujourd'hui préparait un grand discours sur son projet, enfin ce qui manque en France, c'est-à-dire un projet de société, bon, et qu'il attendait l'occasion qui devienne un symbole pour être porteur de ce discours, à ce moment-là, je crois qu'il ne serait pas inaudible. Oui, c'est possible. Il faudrait le moment, en tout cas. Oui, mais rien n'empêche de préparer le projet et de le sortir au moment. Il y a quand même eu un grand discours au moins. Et d'ailleurs, vous le signalez dans votre film, dans ce quinquennat, mais il a été prononcé par le Premier ministre après les attentats de janvier. Oui, absolument. Il y avait 3 couleurs à un moment qui me sont venues à l'esprit. 3 couleurs de ces 3 policiers, ces 2 policiers nationaux et cette policière municipale. Ils représentaient la diversité des parcours et des origines. 3 couleurs différentes, 3 parcours, mais 3 Français, 3 serviteurs de l'État. Et devant les cercueils, aux côtés de leurs familles, il n'y avait que 3 couleurs. Celle du drapeau national. C'est au fond ça le plus beau message. Je vous avais dit ici, au mois d'avril, ma fierté, comme chacun d'entre vous, d'être français. Il y a quelque chose qui nous a tous renforcés. Après ces événements et après les marches de cette fin de semaine, je crois que nous le sentons tous. C'est plus que jamais la fierté d'être français. Ne l'oublions jamais. Il faut signaler que l'hémicycle est debout, l'Assemblée entière est debout, droite et gauche confondues à ce moment-là. Vous disiez l'émotion tout à l'heure, c'est la marque d'un grand discours. C'est la marque d'un grand discours et ça s'inscrit finalement dans une tradition, parce qu'où sont prononcés les plus grands discours de la République? Dans l'hémicycle. Sous la Troisième République, et avant, Jaurès, Clémenceau, Briand, Herriot, etc. Et là, on s'inscrit dans cette continuité. Et finalement, les plus grands discours... Pompidou. Le duel en 68 entre Pompidou et Mitterrand est tout à fait exemplaire à cet égard. Et les grands discours, finalement, qu'on va retenir, c'est quoi? C'est, par exemple, Simone Veil en 74. C'est Robert Badinter en 81. Et je pense que le lieu du grand discours, c'est plutôt l'Assemblée que l'Élysée.
Mais le discours... Je suis quand même assez frappé, pardonnez-moi. Le président de la République, il a pris la parole 4 fois cette semaine-là. Et on retient le Premier ministre. Oui, mais je crois que le discours... Parce qu'il a été plus puissant. Le discours de Manuel Valls, pour moi, c'est le plus beau discours politique que j'ai entendu depuis au moins 10 ans. Et d'abord, je trouve qu'il prenait vraiment aux tripes quand on l'écoutait. Ensuite, il y avait un comportement exemplaire de l'Assemblée. Alors là, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis un siècle. Et il y avait une émotion physique qui s'explique à la fois par la force de l'événement, par les qualités d'orateur, d'éloquence incontestables de Manuel Valls, mais par le fait, et c'est ça qui, je pense, était à l'origine de son inspiration, parce que c'était vraiment un discours Valls. C'est que c'est le problème qu'il ressent au fond de lui-même. C'est le catalan devenu français, pour qui être français, c'est quelque chose de tellement formidable que chacun des mots qu'il prononçait sonnait vrai et juste. C'est rarissime dans un discours. Donc c'est authentique au bon moment, la bonne personne authentique au bon moment. Authentique au bon moment dans un contexte exceptionnel. Je ne sais pas si on a bien mesuré l'impact qu'avaient eu ces événements du 11 janvier sur ce qu'ont ressenti les Français. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que sur tous les indicateurs qu'on peut suivre de perception du moral, de confiance en l'avenir, de fierté d'être français, de sentiment qu'on serait en déclin ou pas, il y a eu un moment où, pardon de le dire comme ça, grâce à ces attentats, à la suite de ces attentats, il y a eu une fierté collective. On a vu un bond sur tout ce que j'ai indiqué. Le moral, la confiance, la fierté d'être français, le fait qu'il y ait un divorce monstrueux qui existe dans ce pays depuis 20 ans et qui s'accentue entre les Français et leurs élites, qu'elles soient politiques, journalistes, quelles qu'elles soient, sondeurs. Là, à un moment donné, il y a eu une parenthèse, une forme de parenthèse enchantée où les Français se sentaient fiers et où effectivement, Alain Duhamel a raison, c'est tout à fait Manuel Valls. C'est-à-dire que ce qu'il dit était quelque chose, il avait ancré, il avait mis des marqueurs, il le portait en lui depuis bien avant tout cela. Il avait même été critiqué et moqué dans son camp à gauche pour cette attitude-là, justement. Et donc, c'est effectivement un très grand discours, et vous avez raison de le souligner, c'est un discours de Premier ministre, comme celui de Villepin dont je parlais tout à l'heure, et pas un discours de président. Cela dit, François Hollande a été aussi très fortement apprécié par les Français dans toutes ses prises de position, et pour être complet, même Nicolas Sarkozy, dont le retour est assez critiqué dans l'opinion, a été apprécié pour la posture qu'il a eue, même si les gens ont regretté qu'il avait un peu joué des coudes dans les manifs. Mais il y a un discours de président, un discours de Premier ministre, un discours de président, un discours de ministre des Affaires étrangères, c'est pas la même chose. Manuel Valls, il n'engage pas la France quand il tient ce discours-là. C'est un discours de président qu'il a tenu. C'est ce que je sous-entendais. Mais c'est par définition, c'est un discours consensuel. Et il répond à une préoccupation majeure d'aujourd'hui. On est en crise identitaire. La question, c'est quelle est notre identité? Et là, il répond. Voilà quelle est notre identité. Donc on vote, c'est un grand discours. Pour moi, c'est un grand discours. Oui. Alors oui, c'est certainement l'histoire qui nous le dira s'il va rester dans les mémoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il remet dans l'esprit des Français, je trouve, l'importance du verbe à ce moment-là. Autour de ces mots de Valls, les Français reconnaissent une vraie dignité aussi à la classe politique qui s'est, comme vous le disiez, qui s'est vraiment bien comportée, on peut dire, pendant ces moments-là. Et ça donne peut-être l'espoir, effectivement, que à des événements moins tristes que ça, la parole politique peut encore avoir une portée importante et toucher les Français. Je vais faire le chafouin, je vais mettre un bémol. Ça n'a pas duré. Non. Cet état d'esprit. Ça n'a pas duré, ça n'a pas d'incidence durable sur les popularités, etc. Est-ce que ça veut dire que ça ne laisse pas de traces pour autant? C'est pas la même chose. Si on prend le cas de François Hollande, avant ou après ces événements, sa popularité, elle a monté un instant et elle est redescendue tout en frémissant un peu. Bon, mais enfin, ça n'a pas changé le fond des choses. Mais en revanche, sur la considération qu'on a pour lui, c'est-à-dire sur son statut, sur l'image de son statut, ça a changé quelque chose. Pour moi, c'est le moment où, dans la tête des Français, il est devenu le président. C'est quand même dommage sur François Hollande et sur l'ensemble de la classe politique, mais surtout les gouvernants, parce que, Laurent Bazin a raison, on est quand même dans une situation où, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, les Français étaient prêts de nouveau à croire. Et ça a fait splotch, parce que pendant les semaines qui ont suivi, on est revenu à des considérations qui étaient des considérations qui manquaient de souffle, qui manquaient d'envergure. Vous avez raison de dire qu'il y a eu un avant, un après, au sens où à un moment donné, les Français se sont dit, ce président que l'on juge si médiocre, eh bien,
il est capable d'avoir une hauteur, une vraie compétence à un moment fort, lourd et important. Mais quand on regarde effectivement sa popularité avant-après, elle est retombée en 2 mois exactement au niveau calamiteux qui étaient les siens avant. Donc je ne sais pas si ce n'est pas une occasion manquée. Moi. Mais vous dites qualitativement, vous confirmez ce que disait Alain, qualitativement, ça a il y a eu changé. un moment. Ouais. Oui, il y a eu un moment où les gens se sont dit il est au niveau. Mais aujourd'hui, ils ne le pensent toujours pas. Donc est-ce que ça va renaître? On manque de tribuns. Est-ce qu'il faut des grands hommes pour faire de grands discours? Pour avoir des tribuns, il faut avoir des tribunes. Et aujourd'hui, il faut avoir des tribunes télévisées. Oui. Il y avait la Chambre des députés, il y avait l'Assemblée, il y avait les meetings. Aujourd'hui, ça compte beaucoup moins. Et puis les meetings sont faits finalement pour qui? Ils sont faits pour les médias. Ils sont faits pour la petite formule qui va être reprise aux 20h. D'ailleurs, on distribue aux journalistes la feuille du discours avec stabilo bossé, souligné, la phrase à reprendre. Voilà. Ils la reprennent ou pas. Hein. Et la parole politique passe par autre chose aujourd'hui. Elle passe effectivement par la télévision, elle passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il faut le regretter ou pas? Une bonne fois. Moi, je regrette rien. Je veux dire que l'idée, on parlait tout à l'heure du sondage sur les anciens présidents de la République, avec cette valeur nostalgique que l'on porte vers ces présidents de la République. L'idée que c'était mieux avant, non. On s'adapte aux technologies. Les hommes politiques se sont adaptés à la radio, ils se sont adaptés à la télévision. Je vais vous le dire autrement alors, Christian Delporte et les autres. Est-ce que ça a appauvri le discours politique? Ça, c'est autre chose. C'était le fond de ma question, en vérité. C'est est-ce qu'on a appauvri la politique en réduisant son espace ou son espace de discours? Le discours, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur le fait que les outils modernes... besoin d'être normalien aujourd'hui, par exemple. Et puis Alain l'a dit, on est obligé d'être repris sur les chaînes info dans un délai très court. Tout est formaté pour Internet. Évidemment que ça a appauvri. Après, il y a plus de prise de parole qu'il n'y en avait avant. Mais qui marque moins, me dites-vous, depuis le début de cette émission. L'appauvrissement du vocabulaire politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé notamment dans les années 80, où les hommes politiques eux-mêmes ont volontairement appauvri leur vocabulaire pour se faire comprendre du plus grand nombre. Du vocabulaire ou des idées? Ou du raisonnement? Ça va parfois ensemble. Ah oui. Oui, parce que derrière les mots, il y a des idées. Plus on appauvrit les mots, plus on appauvrit les idées. Et aujourd'hui, on est dans une période, évidemment, Alain Duhamel l'évoquait, où on manque de vision politique. Encore dans les années 70, on se projetait à 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on se projette à 6 mois. Et ce qui est terrible, et lié au discours, ou plutôt à l'absence de discours, c'est que on manque de projets au moment où on en a besoin plus que jamais, puisque les Français doutent. Quand les Français doutent, il faut bien leur donner des réponses. Et ces réponses, ça doit passer par des grands discours, parce que toutes les multi-interventions, je veux dire Philippot à BFM tous les matins, ce sont des tout petits marqueurs politiciens, mais c'est le contraire d'un projet présenté. Et ce qui manque aux politiques au pluriel, c'est qu'il y en ait au moins 3 ou 4, parce que c'est peut-être une chose à relever au passage, très souvent les grands discours, donc les grands orateurs, vont par paire ou par trio. C'est-à-dire pour qu'il y ait un très grand discours, se stimulent les uns les autres. Voilà. Pour que Clémenceau soit formidable, il faut que Poincaré, ce qu'on a complètement oublié, soit un très grand orateur. Parce qu'ils se répondent et ils se battent. Jaurès contre Clémenceau, c'était prodigieux. L'ironie terrible de Clémenceau, vous avez... Si, mais Mitterrand, il y a d'abord Mitterrand contre Pompidou. C'était des très grands moments. Mitterrand Giscard. Oui, non, il faut qu'il soit plusieurs. Mais il faut... Hollande-Sarkozy? Ça pourrait. Oui, vous n'avez pas l'air convaincu. Non, j'attends de voir, hein, franchement. Sur les petites phrases et la technique de politique aujourd'hui, effectivement, de communiquer perpétuellement par signe, 140 signes sur Twitter, mettre des messages sur Facebook. Là, je me tourne peut-être plus vers Gaël Slimane. La question, c'est est-ce que c'est pas non plus le mode de consommation des citoyens aujourd'hui, de consommer, des citoyens consommateurs de la politique de cette manière-là? Ben évidemment, bien sûr, vous avez raison. Mais les citoyens consomment de la chaîne info, ils consomment du tweet, ils consomment tout cela. Mais c'est un sondeur qui le dit, c'est bien d'écouter l'offre, ça ne veut pas dire que la demande doit être totalement dictée par ce que souhaitent les téléspectateurs ou les citoyens. C'est bien d'écouter la demande. C'est bien d'écouter la demande, mais l'offre politique soit dictée. Merci d'avoir écouté, c'est tout à fait ça. Et sinon, on est constamment à la remorque de ce qu'attendraient les Français et les citoyens. Et puis,
un marqueur fort, comme peut l'être un grand discours, comme celui de Manuel Valls qu'on a vu tout à l'heure, il n'était pas demandé dans les sondages en amont, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'une fois que ce discours a été effectué, ça n'a pas eu un impact considérable sur l'image de Manuel Valls. Il me semble le problème en ce moment de l'absence de grands discours, c'est l'absence de rencontre entre un événement dramatique, un orateur et une fonction, bien sûr, mais c'est aussi un phénomène qui est général, qui est à la fois d'appauvrissement du discours politique et en même temps de fragmentation du discours politique. Je crois que pour qu'il y ait un grand discours, je ne dis pas qu'il faut être interminable, mais je pense qu'il faut vraiment du temps. Et ça se retrouve même dans les émissions politiques. Il faut faire sens pendant 40 minutes minimum. Oui, et puis... mais on n'a plus 40 minutes tout seul. Et le phénomène de la fragmentation, si vous regardez bien ce que vous faites, comment ça se passe dans l'information continue et ailleurs, enfin dans l'information tout court, avant, il pouvait y avoir dans les grandes circonstances des longues séquences. Aujourd'hui, tout est fragmenté. Même si vous prenez une émission politique, vous aurez une succession de 6, 7, 8 séquences. Donc vous n'aurez à aucun moment ce qui fait l'unification et ce qui peut être porteur, le cas échéant, si les circonstances, le talent, etc. s'y prêtent, d'un grand moment. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas. J'ai une question pour finir, Christian Delporte peut-être. Si vous pouviez nous recommander la relecture ou le revisionnage ou le visionnage d'un grand discours plus ou moins oublié, lequel serait-il? Le grand discours à réécouter? Moi, je dirais le discours de Mendès France en 1955 sur la démocratie. Parce qu'il a aujourd'hui beaucoup de résonance. Et à l'Assemblée? Non, à Évreux. À Évreux. Où il parle de la démocratie, où il parle de la jeunesse et où il parle de la vérité en politique. Ça peut être très utile aujourd'hui. Alain Duhamel? Le discours de Chaban, écrit par son équipe, mais néanmoins porté par lui, sur la nouvelle société quand il a été investi à l'Assemblée. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. Évidemment, le débat continue sur les réseaux sociaux, en 146 News+. Le mail de l'émission également, vous pouvez nous écrire, ça s'inscrit en bas de votre écran. La semaine prochaine, Claire Bassac ouvre un autre grand dossier, tout à fait différent. C'est celui du recyclage des matières plastiques. On sait que l'écologie et le développement durable, c'est important pour vous. Vous n'êtes pas là-dessus non plus, au bout de vos surprises. À très vite sur Public Sénat.